Notre invitée en plateau, Karine Durieux-Diebolt, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur France 24. Vous êtes avocate, spécialiste des victimes de viols et d'agressions sexuelles et vous représentez plusieurs plaignantes de Gérard Depardieu. On vous doit également ce livre, Violences sexuelles, quand la justice maltraite, les leçons du procès Pélico aux éditions Sileps. On vous a entendu dans le sujet, vous voilà en plateau. Qu'est-ce que cette condamnation signifie pour vous? Qu'est-ce qu'elle porte comme message? Le premier message, il est à l'attention des victimes de Gérard Depardieu et toutes les autres victimes également. C'est une décision qui est historique parce que, à travers ce jugement, le tribunal a reconnu la qualité de victime et que Gérard Depardieu également est un agresseur sexuel. Donc, dorénavant, on ne pourra plus dire que Gérard Depardieu n'est pas un agresseur sexuel. Et mes premiers mots vont à l'attention des deux victimes qui ont été reconnues aujourd'hui. Mais dans cette affaire Depardieu, on en a une vingtaine qui ont déclaré des faits d'agression sexuelle et qui n'ont pas été reconnus en qualité de victimes parce que les faits sont prescrits. Donc ça interroge aussi sur la question de la prescription dans nos affaires de viol ou d'agression sexuelle en série. Et également, j'ai une pensée particulière pour Charlotte Arnoux, qui a déposé plainte en 2018 pour des faits de viol. Gérard Depardieu est mis en examen pour ces faits-là. On a eu des réquisitions définitives l'été dernier qui recommandent un renvoi devant la cour criminelle pour les faits de viol. Donc il y aurait peut-être un deuxième procès. Oui. Ça reste à confirmer. C'est tout à fait possible. Quel message s'envoie aussi au monde du cinéma à l'heure où l'on parle d'un MeToo du cinéma français? C'est un message envoyé. Gérard Depardieu, monstre sacré, disait-on, du cinéma aujourd'hui. L'impunité, c'est terminé? Oui, en tout cas, l'impunité de l'artiste est terminée. Puisque cette décision marque la condamnation d'un des plus grands acteurs du cinéma français. Et cette affaire rend également visible la culture du viol au sein du cinéma et au reste incarné par l'un des plus grands acteurs du cinéma français. Donc oui, c'est une décision qui est importante aussi et qui devrait être prise en compte par le milieu du cinéma. Aujourd'hui s'ouvre le Festival de Cannes. J'ai entendu ces derniers temps encore des grands acteurs ou des grandes actrices avoir des mots de soutien à l'attention de Gérard Depardieu. À commencer par Fanny Ardant. Fanny Ardant, d'autres grands noms tout à fait récemment. J'aimerais qu'il y ait des mots également à l'attention des victimes de Gérard Depardieu, mais des victimes du cinéma. Et en l'occurrence, c'était des petites mains du cinéma qui étaient victimes de Gérard Depardieu, c'est-à-dire des techniciennes dans le milieu du cinéma. Et ces femmes-là doivent être aussi reconnues par ce milieu-là s'il y a des agressions. C'est vrai qu'on est dans un milieu très particulier. On parle de la famille du cinéma, famille dans laquelle la loi du silence prime sur le reste, où le droit du travail n'existe pas. Ce sont les conclusions de la commission d'enquête menée par l'Assemblée nationale qui parlent d'une machine à broyer les talents. Ça fait des années que ça dure. Vous parlez vous-même de culture de viol. Il a fallu cette affaire Depardieu pour que le voile soit levé, entre guillemets. Alors c'est vrai, je l'avais plaidé, il y a eu une omerta du cinéma dans l'affaire Depardieu, puisque sur les 20 femmes qui ont témoigné, on a des faits qui remontent aux années 80. Donc ça signifie qu'il y a eu des décennies d'agressions sexuelles. Ça fait 40 ans. Oui, exactement. Au moins 40 ans, parce que peut-être qu'il y a d'autres femmes également qui n'ont pas parlé. Mais en tout cas, sur les femmes qui ont parlé, on en a sur plusieurs décennies. Donc ce qui signifie qu'il y a eu une tolérance du cinéma à l'égard de Gérard Depardieu. Parce que ces femmes, au moment même où les faits ont été commis, pour la plupart, elles les ont signalés à leur hiérarchie. Elles n'ont pas été protégées. Donc il y a un défaut de protection des femmes au sein du cinéma français lorsqu'elles ont été victimes de Gérard Depardieu. Il y a de toute manière un déséquilibre qui existait entre Gérard Depardieu et les techniciennes ou les victimes qui ont déclaré des faits. Revenons au procès. Le président du tribunal a regretté, dit-il, la dureté excessive des débats à l'encontre des parties civiles de la part de la défense, donc Gérard Depardieu. On a entrevu l'avocat de Gérard Depardieu qui a été extrêmement virulent lors du procès, lors des audiences, les traitant les victimes à la barre de menteuses, d'hystériques. Est-ce que ça, c'est habituel dans ce genre de procès ? Ça peut arriver, mais je dois dire que souvent, maintenant, les avocats de la défense sont quand même plus délicats
que celle qu'on a eue dans cette affaire-là. Donc c'est pour ça que ça a été relevé, c'est parce que la défense a été particulièrement virulente et violente à l'égard de nous et à l'égard des parties civiles. Donc il y a eu ce matin une condamnation de la part du tribunal au titre de ce que l'on appelle la victimisation secondaire, c'est-à-dire que les victimes de violences sexuelles ont déjà été victimes d'agressions sexuelles et dans un second temps, elles sont également victimes dans le cadre du tribunal de violences, dans le cadre de la stratégie de la défense organisée par M. Depardieu. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que derrière le confrère, derrière l'avocat de la défense, c'est évidemment la stratégie de la défense de Gérard Depardieu. Et ça a été une stratégie de la défense qui a été particulièrement offensante, qui a porté atteinte à la dignité des parties civiles. Et ça a été relevé par le président du tribunal en ce que ça n'avait aucun intérêt pour la manifestation de la vérité. Et d'ailleurs, Gérard Depardieu a été condamné. Cette notion de victimisation secondaire, pouvez-vous nous en dire davantage? Est-ce qu'elle est nouvelle? En tous les cas, c'est une notion qui apparaît déjà dans la Cour européenne des droits de l'homme depuis quelques années. La France a été, il y a 2 semaines environ, condamnée également pour victimisation secondaire pour des affaires de viol qui ont été portées devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on a déjà eu des décisions le 14 avril dernier de condamnation de la France. Dans la terminologie même de victimisation secondaire, dans le cadre de la jurisprudence des décisions de justice françaises, je ne crois pas qu'il y ait eu ce terme qui ait été repris, qui nous vient de la Cour européenne des droits de l'homme, mais pour autant, il y a déjà de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a condamné des stratégies de défense qui ont été particulièrement agressives et violentes à l'égard des victimes. Et il a été retenu par la Cour de cassation en France que si la défense est libre de sa stratégie, pour autant, elle doit en assumer les conséquences au titre du préjudice moral, du traumatisme qui est occasionné aux victimes dans ce cadre-là. Et vous le dites dans votre livre, sur la base de 4 affaires, il me semble, oui, dont celui de l'affaire de Gisèle Pelicot, violence sexuelle, voilà, quand la justice maltraite, la justice a encore beaucoup de chemin pour prendre en compte et respecter la victime. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales difficultés que vous rencontrez ? Écoutez, on a une violence institutionnelle qui peut intervenir à tout moment de la procédure, aussi bien au moment du recueil de la plainte. On en a déjà largement débattu dans les médias, mais déposer plainte pour une femme victime de violences sexuelles, ça peut être particulièrement délicat. Ensuite, dans le cadre des auditions, il y a la lenteur de la justice également qui peut être mise en cause. Il y a la répétition des faits. Et puis, il y a aussi une violence qui peut être une maltraitance de prétoire, et ça a été évoqué même par les avocats de Gisèle Pelicot dans le cadre du procès Pelicot. Puisqu'on disait qu'elle était quoi, alcoolisée et qu'elle était consentante. Oui, alors c'est l'inversion de culpabilité, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on avait tout de même un procès qui ne prêtait pas sérieusement à contestation sur la preuve. C'était une femme qui était endormie au moment des faits, et pour autant, on a cherché à la culpabiliser et à sortir de son passé des photos ou des éléments de sa vie privée pour lui retourner et pour essayer de la faire apparaître comme complice des faits, alors qu'il n'y avait aucun élément sérieux en ce sens-là. Et évidemment qu'à un moment, Gisèle Pelicot même avait dit qu'elle avait le sentiment d'être traitée comme une coupable et que les 50 hommes derrière elle, eux, se présentaient comme victimes. Donc, il y a eu une maltraitance de prétoire qui a été mise en avant dans le cadre de ce procès-là. Et je crois que l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, également l'affaire Depardieu, est également une affaire qui révèle cette maltraitance de prétoire. Et toutes ces difficultés-là, elles empêchent aussi les femmes de s'exprimer, de donner librement leur parole. Eh bien, justement, la décision d'aujourd'hui, je crois que c'est une décision d'espoir. Ça veut dire que ça ne marche pas. Que des stratégies de défense très offensantes et qui portent atteinte à la dignité des femmes, ça ne fonctionne pas. Ça dessert même la personne qui est mise en cause. Et c'est un message d'espoir pour moi, pour les femmes. Ça signifie que peut-être
il va y avoir également une évolution dans les droits de la défense, que les avocats vont peut-être être amenés à évoluer aussi dans un sens plus respectueux des victimes, parce qu'on peut très bien défendre une personne qui est accusée, sans hurler, sans crier, sans essayer d'inverser la culpabilité, sans entrer dans la vie privée de la victime, tout en étant respectueux des victimes. Et il y a une balance, un équilibre à trouver entre les droits de la défense et la protection des victimes. Dernière question, est-ce que vous trouvez que la société française est en train d'évoluer sur ces questions? Est-ce que les mentalités changent? Est-ce que les paroles des victimes sont aujourd'hui mieux reçues? Alors petit à petit, progressivement, moi je suis de nature optimiste. Donc évidemment, je suis avocate depuis 30 ans. Donc il y a une évolution que je peux constater. 10 ans en arrière, il est vrai que la parole des victimes était moins bien reçue. Donc petit à petit, peut-être avec des affaires comme l'affaire Pellico, l'affaire d'aujourd'hui, l'affaire Depardieu, on peut aboutir à une évolution dans le traitement judiciaire et dans l'écoute de la parole des victimes à travers ces affaires-là. Merci.